Donc, on démarre avec Marc Lermite. Salut Marc. Bonjour Stéphane. Associé EY, l'attractivité donc de la France. On va voir le titre que tu as choisi, parce que évidemment la titraille est là. La France devant malgré tout. Ah oui, la France. Alors vas-y, qu'est-ce que ça veut dire ? La France en tête, d'abord parce qu'on compte chaque année, Stéphane, et depuis plus de 20 ans, les résultats de la France, sa capacité à attirer des investissements étrangers, c'est-à-dire nouvelles implantations d'usines, de centres de recherche, parfois de sièges sociaux. Et cette année, pour la 4e année consécutive, la France est en tête de cette course à l'échalote européenne sur qui va, dans un monde très troublé, on va sans doute en reparler, attirer le plus d'investissements, les plus beaux investissements. 1259 pour la France en 2022, c'est assez considérable. C'est la dynamique qu'on a observée ces dernières années, transformation de la France assez remarquée, assez remarquable, qui a permis 1259, attention, c'est pas des ouvertures d'usines. Ça peut être des extensions, voilà. Et c'est d'ailleurs majoritairement des extensions. C'est majoritairement des extensions, aux 2 tiers même des extensions. Ouais. Donc c'est un sujet qui est préoccupant. Finalement, c'est comme si des industriels, des entreprises qui avaient un peu abandonné la France entre 2000 et 2015, rallumaient la lumière dans des usines, faisaient un peu de rattrapage de leurs investissements. Ils sont assez prudents aussi sur leurs investissements en France. Donc 2 tiers d'extension, 1 tiers de toutes nouvelles implantations. Et c'est un très bon résultat c'est un très bon résultat. Tu nous dis malgré tout. Malgré le contexte de 2022 et celui qui a ouvert l'année 2023. C'est-à-dire que... Mais malgré tout en France, pas malgré tout dans l'instabilité géopolitique qui nous entoure. Alors, malgré tout, d'abord en Europe et dans le monde, puisque l'année 2022 a connu une cassure au printemps-été. Beaucoup d'entreprises, petites et grandes, ont vu arriver, se sont heurtées à un mur qui est celui d'abord de l'énergie et puis des conséquences économiques de cette crise géopolitique. Donc ça a été une vraie cassure, puisque dans notre enquête, près de 50% des entreprises nous disent avoir revisité leurs plans, leurs projets d'investissement. Certaines ont complètement annulé, d'autres ont reporté. Beaucoup ont réduit la voilure pour s'adapter, se mettre un peu en position tempête en 2022 et début 2023. 2023, évidemment, quand on regarde notre petit clochemerle français, on a un climat politique et social qui a sans doute... également inquiété, préoccupé, alerté les dirigeants. On va en reparler, Marc, mais est-ce que ce que tu fais là, le mi-2022, printemps 2022, il y a évidemment l'offensive russe sur l'Ukraine, mais il y a aussi les annonces de Joe Biden autour de son plan de réindustrialisation. C'est majeur, c'est vraiment une arme d'attractivité massive. C'est du marketing à l'américaine, très bourrin, très fort, 50% des investissements finançables dans un certain nombre de catégories industrielles liées à l'énergie verte, par crédit d'impôt automatique, auquel les États américains qui sont très dispendieux et très généreux, des États du sud des États-Unis, de nouveaux États qui cherchent à être dans la course, de la Californie, du Texas, qui ont déjà attiré, fait presque le plein d'investissements étrangers, l'Oklahoma, le Kansas. Enfin, il faut regarder, nos équipes le font, et moi j'y interviens de temps en temps, ce que font les États américains, c'est ce que faisait l'Europe en restructuration industrielle dans les années 80, c'est-à-dire des investissements, enfin plutôt des aides publiques cash, qu'on n'a plus le droit de faire dans beaucoup de pays européens, et qu'on n'a absolument pas le droit de faire en France, qu'on ne fait pas d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment dans un moment où les entreprises recherchent des marges, cherchent à financer des activités industrielles innovantes autour de la transition écologique, autour de l'énergie, autour de la santé. Il y a eu des annonces très fortes de grands groupes industriels, plutôt allemands pour l'instant, Volkswagen, Viessmann, qui ont dit moi je mets mes prochains investissements, je les mets aux États-Unis parce que c'est imbattable. Oui, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Quand c'est Volkswagen qui le dit, c'est phénonéal. On tombe de sa chaise. Le Volkswagen français ne l'a pas encore dit, il l'a pas dit. Il n'y a pas de raison qu'il. Non, mais juste parce que je le précise d'un mot. Volkswagen. Pourquoi j'insiste sur Volkswagen ? Volkswagen, c'est une entreprise quasiment parapublique. C'est une entreprise publique. Voilà. C'est une entreprise publique à travers le Land, à travers les Landesbanken. Et donc, on se rend compte du tremblement de terre. Mais est-ce que tu confirmes, parce que vos équipes le savent, ça. Moi, je lis des études qui disent que c'est presque 70% des projets d'investissement internationaux
Renault, qui sont revisités. Pas qui partiront aux États-Unis alors qu'ils auraient dû être en Europe, mais en tout cas qui sont revisités, ralentis, mis sur pause. Je pense que beaucoup s'interrogent. Beaucoup d'entreprises, pas seulement les industriels, s'interrogent. Mais d'abord, il y a une réponse européenne qui était là précédemment, qui est complexe, qui est celle du Green Deal, qui est celle de ce qui reste du plan de relance. Des projets d'investissement, d'initiatives européennes. Qui est 2 ans d'instruction face au crédit d'impôt américain. Il ne nous échappe pas aujourd'hui précisément que le gouvernement français essaie de faire sa part du job en répondant. Je pense que c'est une réponse à l'ARS qui se passe aujourd'hui. Tu veux dire le plan Industrie verte de Bruno Le Maire. Le projet de loi Industrie verte porté par Bruno Le Maire, avec une forme de volume supplémentaire que lui donne le président Macron en invitant des centaines de chefs d'entreprise à l'Elysée aujourd'hui et à Choose France, donc les investisseurs étrangers à Choose France lundi 15 mai. C'est une réponse française qui est la réponse nationale auxquels s'ajoutent les efforts des régions qui sont moins monétaires que tout simplement gestion de projet. Donc on n'est pas perdu ou perdant. Simplement, il y a une vraie interrogation. Il y a beaucoup d'entreprises, et pas seulement en France, qui s'interrogent sur leurs arbitrages industriels. C'est plutôt des grands groupes. Ça serait déjà assez catastrophique que trop de grands groupes aillent créer des emplois, mettre de la valeur, faire de la fiscalité aux États-Unis, quand elles le font déjà ailleurs. Le problème, c'est aussi pour les PME, les ETI qui sont sous-traitantes de ces groupes, dans les chaînes industrielles. Donc, il faut être très, très vigilant, pas s'alarmer pour l'instant, mais être très vigilant et constater qu'il y a une vraie arme marketing et financière très, très puissante et qui est répétée en ce moment dans un salon qui s'appelle Select USA aux États-Unis, qui est vendu à toutes les entreprises. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose en Europe, il faut qu'on fasse la même chose en France. On va le faire. You are dreaming, my friend. Je pense, Stéphane. La logique des appels d'offres, si tu veux, par exemple, tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Hein, ce qu'on comprend bien, c'est à partir du moment où vous décarbonez et où c'est fait aux États-Unis, vous avez droit au crédit d'impôt. Emballer, c'est peser. En France, on est principalement sur les activités industrielles. Hein. C'est c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est quand même le gros sujet du moment. Exactement. Le président a dit hier, la mère de toutes les batailles, c'est assez juste. On fait remonter notre PIB industriel, mais par dixième de pourcentage en ce moment. Donc il faut continuer parce que sans cet appareil de production, de petites ou de grosses usines, on n'arrivera pas à redresser la balance commerciale. Enfin, il y a beaucoup de choses en dépendent. Et l'emploi, on est dans un pays où le taux de chômage reste élevé. On va en reparler de l'emploi. Ça, c'est un autre sujet, l'emploi, à mon avis. Et c'est le seul reproche que je vous fais là-dessus. Mais vas-y. Je ne perds pas espoir parce que je pense que la France, l'Europe en ont vu d'autres. Sur une capacité, on a eu les formidables capacités d'attraction et d'attractivité de l'Asie pendant longtemps, du Maghreb qui reste importante, même s'il est un peu moins sous les feux des projecteurs. Tous les pays de l'Est aussi, à certains moments, ont sorti de très gros moyens pour attirer des investissements industriels. On voit d'ailleurs que ça marche encore. Et finalement, nos pays d'Europe de l'Ouest matures, Europe de l'Europe, se défendent probablement en disant on veut les investissements qui comptent pour les 10 ans qui viennent, les investissements de valeur, les investissements dans les secteurs stratégiques, moins de volume, plus de valeur. C'est probablement comme ça qu'il faut se battre, tout en reconnaissant, en étant assez pragmatique en France, avec 7% de chômage, on a besoin aussi que ces investissements apportent de l'emploi. Mais non. C'est l'image que je prenais pour essayer de l'expliquer. Il y a malheureusement bien davantage d'emplois dans les usines Fiat en faillite rachetées par Stellantis que chez Tesla. Oui. Donc je ne comprends pas, Marc, très sérieusement, on avait peut-être déjà parlé les années précédentes. Souvent. Parce que le problème, malheureusement, les médias sont ainsi faits, que, je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf, est-ce que vous mettez en avant les emplois parce que vous savez que c'est ce qui plaira aux médias, mais les médias reprennent cette histoire d'emploi qui n'est pas un bon critère pour l'investissement industriel. C'est un des critères, et pour être tout à fait honnête, parce qu'on en a déjà parlé Stéphane, l'emploi n'est pas la force ou le bon résultat de la France. On est d'accord. Contraire. Mais c'est pas forcément... Et c'est pas le bon critère, c'est pas le seul critère. Voilà, c'est pas forcément un obstacle. On va reconnaître que dans un pays qui a un peu plus de 7% de chômage, et à certains endroits, dans certains bassins d'emploi, on était encore à 2 chiffres, donc on a un gros problème de chômage encore en 2023 en France. On va reconnaître que aller chercher de l'emploi, des investissements créateurs d'emplois, retenir des entreprises françaises nées en France, ETI, PME ou grands groupes, qui recrutent et qui vont recruter dans les années à venir,
établir, qui d'ailleurs ne trouvent pas facilement à recruter, les retenir, c'est avoir quand même l'emploi dans le viseur, mais c'est aussi, les raisons pour lesquelles elles le font, ces entreprises, et pourquoi on regarde ça et pourquoi on se passionne pour ce sujet, c'est parce qu'il y a d'autres valeurs à aller chercher avec ces investissements, des valeurs technologiques, il y a toute une transformation ESG qui est en cours. C'est ça, c'est ce que tu appelles, alors raconte-moi, le nouvel ADN de l'attractivité hexagonale. Parce que, on va le voir, on verra après les doutes à moyen terme, mais on va voir ce que tu envoies sur l'innovation et sur la France économie innovante. Il suffit de voir le graphique, voilà, même en le voyant de loin, c'est assez spectaculaire. C'est la France qui est totalement à gauche, là, voilà. Totalement en tête du classement. Le CIR, en tête 15 ans de crédit impôt recherche. Bon, bah voilà, moi, je fais. Donc c'est 7 milliards, quoi. Voilà, 7 milliards par an qui sont, qui sont critiqués à peu près chaque année pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a probablement des améliorations, mais c'est un totem. Le CIR et l'innovation en France, la French Tech en général. Enfin, j'emballe quelque chose qui est beaucoup plus complexe et divers que ça, mais ça fonctionne. En tout cas, les investisseurs internationaux, dans plein de secteurs d'activité, dans la santé, dans l'énergie, dans la motorisation électrique ou hybride, viennent en France pour faire de la recherche. Intel, 1000 emplois promis à Saclay pour les 10 années qui viennent, c'est son hub européen de R&D. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, c'est assez trivial, mais le CIR et beaucoup d'autres qualités, compétences, appareils universitaires d'enseignement supérieur font qu'on est champion d'Europe de l'innovation, ça étonne presque plus personne. Il faut quand même garder l'avantage en évitant que le CIR justement soit affaibli. Ah ouais, mais il est beau l'avantage. Ça, c'est une partie de l'ADN. Tu écris 30% des projets manufacturiers dans l'automobile aujourd'hui sont destinés à la production de véhicules électriques. C'est 3 fois plus qu'il y a 4 ans, et c'est pas anormal parce que c'est une grosse priorité de la France et de l'Europe. Et l'autre aspect de l'ADN, c'est, et ça il faudrait le marteler, la disponibilité d'énergie décarbonée. C'est le nucléaire. Énorme étonnement de beaucoup, et peut-être d'ailleurs des équipes EY qui m'ont aidé à réaliser ce baromètre en France et dans une vingtaine d'autres pays, c'est que la France a un atout reconnu d'ailleurs. On n'est pas en train de parler d'avis de Paris-Centre ou même de Lyon. Oui, parce qu'on n'a pas donné la méthodologie, mais c'est plusieurs centaines de chefs d'entreprise internationaux qui ont été interrogés. Neutres de la France et qui ont retrouvé un peu confiance dans la France, mais qui surtout nous disent que le premier atout industriel de la France, c'est sa disponibilité en énergie décarbonée. Et nous pensons et nous voyons, parce que ce baromètre sort en Allemagne, sort dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, il y a une énorme menace sur justement l'industrie allemande, pas seulement par l'IRA dont on vient de parler, mais aussi parce que ce qui est produit d'énergie et qui vient faire fonctionner les usines, les centres de recherche et d'ailleurs l'ensemble des villes allemandes et de la population, c'est une énergie très carbonée. C'est le charbon. Donc notre avantage qui peut se trouver un peu resserré au détour de l'hiver parce qu'on a un problème d'énergie, pour l'instant, à court terme, nos spécialistes le disent, c'est un avantage majeur. C'est un avantage dont il faut qu'on fasse beaucoup plus. Deuxième atout industriel, les compétences. Mais nos compétences ne sont pas plus excellentes que celles des Italiens, des Espagnols ou des Allemands. Mais on a probablement un bon mix qui fait que 40% des projets qu'on a recensés en 2022 sont des projets industriels, plutôt de petites usines, plutôt des extensions, mais qui vont dans des villes moyennes et des petites villes. Donc on va s'en réjouir quelques secondes quand même, Stéphane. Ah non, mais je me réjouis. J'ai juste, mais ça aussi on en a parlé, nous sommes, oui, un marché de consommation dynamique. C'est-à-dire que on a quand même, heureux comme Dieu en France, on est quand même au milieu de l'Europe la plus développée, avec un marché de consommation dynamique et un accroissement démographique encore très relatif, mais encore réel. Et des grands donneurs d'ordre dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc rien que ça donnerait de toute façon une dynamique. C'est la première qualité fondamentale, structurelle de la France, deuxième économie européenne. Si elle était plus exportatrice, ça permettrait d'attirer plus d'entreprises qui viennent aussi pour nos capacités d'exportation. Bon, pas tant aujourd'hui qu'il le faudrait demain. Ça c'est les bonnes nouvelles. Mais attends, parce qu'il y a un élément qui m'a beaucoup surpris, moi, qui est peut-être aussi quand même une petite bonne nouvelle. En panne d'emploi logistique, la France. Mais ça veut dire qu'on en a construit tellement qu'à un moment, ça s'arrête, non? Mais tu crois qu'il y a... Parce que ça, j'ai du mal à comprendre. Tu dis en panne d'emploi logistique et tertiaire. Non, Alors, sur le tertiaire, c'est-à-dire les emplois de bureau, back-office, siège, etc.,
il y a une transformation très lourde en ce moment, travail hybride, donc les entreprises s'adaptent, donc il n'est pas anormal qu'on fasse un peu moins, qu'on décide un peu moins d'aller ouvrir un nouveau centre d'appel ou un nouveau centre de traitement IT, par exemple, et notamment en France, où les coûts restent élevés. Sur la logistique, on a un autre sujet, qui est un sujet qui est très lourd pour la logistique, qui commence à devenir un problème pour l'industrie, particulièrement en France. C'est presque le refus de vente. C'est qu'on a dans beaucoup de territoires, beaucoup de grandes agglomérations singulièrement, j'en nomme pas particulièrement, mais je pense qu'on peut les imaginer, des formes de barrières à l'entrée, not in my backyard, mon foncier est rare, ce qui n'est pas faux. Et puis il y a une réglementation, le zéro artificialisation nette, qui va venir tendre et finalement probablement donner ou exiger des élus qui privilégient le logement, qui reste aussi un lourd problème, et donc l'activité économique, et en premier l'activité logistique, assez consommatrice de foncier, avec beaucoup de camions qui circulent, des réserves d'emploi qui se raréfient. On dirait des villes comme Lyon et Bordeaux, par exemple. Des grandes agglomérations qui disent moi je gère la rareté, je voudrais des projets de valeur, vos emplois m'intéressent moins parce que je suis à 4% de chômage, et donc allez voir le voisin. Et le voisin, c'est la grande ville d'à côté qui ne peut pas plus ou ne veut pas plus. C'est pas seulement un réflexe politique activiste, Stéphane. J'ai compris. Mais c'est une petite musique qui commence à devenir un peu symphonique, qui est assez troublante parce que toutes ces précautions sont légitimes. Les précautions de l'environnement, précautions de pour protection de la population, gestion du foncier rare, éventuellement de bassins d'emploi qui sont un petit peu moins disponibles, c'est tout à fait légitime. En face, il faut être assez pragmatique, et puis on a beaucoup d'entreprises qui toquent à la porte de la France, qui disent, moi, la France nous intéresse, c'est un pays qui fonctionne à peu près, mieux vu de l'extérieur que ce qu'on pense de l'intérieur, qui a un marché qui est assez dynamique, qui met beaucoup d'argent public. Les entreprises s'en inquiètent, on en parlera sans doute, parce qu'il y a quand même des inquiétudes à moyen terme, mais pour l'instant, on a beaucoup de clients qui viennent à la porte du magasin, et on est en train de leur mettre pas mal de barrières à l'entrée, sauf dans les petites villes, les petits bassins d'emploi, ou dans des régions comme les Hauts-de-France, par exemple, qui ont vraiment besoin de restructurer, revitaliser leur tissu économique et leur bassin d'emploi. Mais non, parce que je voulais finir justement avec une note positive. Donc, on ne va pas en parler des inquiétudes à moyen terme. On en reparlera. On en reparlera. Voilà, on en reparlera avec plaisir. Non. Moi, je veux finir, puisque dans la minute qui nous reste, sur ce que tu viens de dire là. Ce pays est bien mieux perçu, finalement. En plus, on a même sur le prisme, sur la façon dont les étrangers nous perçoivent, une grande partie de nos médias vont aller chercher le pire, quoi. On va te mettre la une du Sun, évidemment que le Sun nous défonce, mais enfin, ça aussi, un autre aspect de ton enquête, le cancer qui ronge la Grande-Bretagne n'est pas prêt de s'arrêter. Mais la perception extérieure est en fait bien meilleure que la perception. Moi, je pilote des équipes européennes, on parle à nos clients qui sont un peu partout en Europe. Honnêtement, ils voient la France quelques défauts, ils sont un peu inquiets, ils voient les images que nous vivons, nous, voisins des manifestations, c'est clair. Mais honnêtement, le miracle de la grande économie européenne, c'est le miracle français. Ils sont quand même assez étonnés de cette France qui continue à avancer, qui a des bons résultats au plan de l'investissement international, qui est regardé par les Irlandais, les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, les Espagnols. Tout le monde en veut de ces entreprises, dans la tech, dans la santé, dans l'énergie, dans beaucoup de secteurs. Et finalement, ils trouvent que la France se débrouille très bien. Ils sont très curieux. Ils nous appellent pour savoir comment ça se passe en France. Et les recettes ont été assez simples, de la fiscalité, un droit du travail amélioré, un peu de marketing. Et puis on redonne confiance. On est constant sur les engagements, on tient les promesses. 5 ans après, ça se voit. Et quand on est effectivement dans notre petite marmite, on est un peu plus remué. Mais je pense qu'il faut parfois aller se regarder soi-même de l'extérieur. Sortir de son corps, Stéphane. Oui, mais tu comprends la frustration de l'exécutif ? Parce que la perception intérieure, c'est quand même ce qui compte en démocratie. Tout ta phrase là, ce que tu viens de dire, je pense que Macron voudrait pouvoir le graver dans le marbre de l'ensemble des mairies de France. Celle de l'exécutif, ça doit être aussi la nôtre. Parce qu'en fait, ce pessimisme misérabiliste, avec de très lourds problèmes en France, des problèmes de santé, sur l'appareil de santé, sur l'éducation, des populations qui ne ressentent pas en tout cas la joie et la dynamique économique qui n'est pas partout, et il y a des restructurations, il y a des crises dans certains secteurs, mais on doit tous ressentir qu'on a probablement encore quelques années de progression, de transformation.
et qu'il faut qu'on écoute un peu, qu'on ait les oreilles tendues à l'extérieur pour voir revenir ces musiques un peu plus harmonieuses. Yes, absolument. Merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite donc qui nous accompagnait. On continue Bismart.